Bonjour Monique Séguin. Bonjour Lynn Pillon. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là. Tu fais partie des gens que j'adore, des gens qui ont un grand cœur. J'aimerais ça, au départ, pour commencer, que tu te présentes, que tu dises, c'est qui ça, cette Madame Monique Séguin? Oh God. Qui suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Écoute, je suis quelqu'un qui, en partant, je dirais, aime la vie et la vie même. Ah, c'est beau. Je pense que je suis privilégiée parce que j'ai quand même été tout au long de ces années quand même assez privilégiée par la vie, sans pour autant dire qu'il n'y a pas eu des épreuves ou des contrariétés, là, je ne prétends pas ça. Mais j'avais peut-être une habileté à essayer de trouver le sens, un sens en quelque part. Alors, j'aime où je suis, j'aime la période de vie que je traverse dans le moment. Et c'est beau tout ce qui t'arrive aussi, là. absolument, absolument, absolument. Mais tu sais, à un moment donné, il y a une phrase qui a changé, qui m'a aidé énormément. J'avais traversé une période un petit peu difficile à un moment donné, et j'avais lu cette phrase-là qui disait mieux vaut traverser une épreuve que de passer à côté. Oh, c'est donc bien beau. Ça a l'air peut-être élevé ou ça a peut-être l'air un peu façon de livre, là, mais il reste que si moi je pense que je me suis appliquée et ça m'a permis en tout cas de passer à travers une certaine période et ça m'a amené plus loin dans ma vie. C'est ça que je ne fais absolument pas. Ah oui, c'est ça que ça fait les épreuves souvent. Hein? Ça... À la cliché, des fois, quand on dit ça, mais il reste que moi, ça m'a emmené ailleurs et j'ai aucun regret. Alors, sur le plan professionnel particulièrement, bon, je suis infirmière auxiliaire depuis quelques décennies et, c'est certain qu'éventuellement, je devrais envisager de prendre ma retraite, mais j'y pense, mais c'est pas là, à moins que la vie m'arrive de façon surprenante, là, mais sinon, je continue encore. J'ai une très bonne santé. Alors, je travaille dans un milieu qui m'est particulièrement cher. Je suis en soins palliatifs depuis déjà 13 ans. Ça fait 13 ans au début du mois d'octobre, c'est ça. En 2015, 2015, oui. Oui, on vient de passer, c'est ça. Alors, c'est un milieu de travail. Avant, je travaillais en psychiatrie. Je dirais pas que j'ai 25 ans d'expérience en psychiatrie, mais peut-être 24 ans et quelques mois. Ah oui? Je mentirais si je dis 25, là, mais c'est alentour de... Fait que t'es pas menteuse, fait que... Alors, toutes ces expériences-là de travail, par contre, m'ont aidé, je pense, à travailler beaucoup dans le milieu où est-ce que je suis, dans le moment. Quoi dire à part de ça? C'est aussi, je dirais, une auteure sur un thème. Auteur, oui. Oui, tu es une auteure sur un thème qui est rarement, ou qui est pas mal méconnu en tout cas, là. Est-ce que je te laisse en parler? Oh, tu peux, parce que tu viens de toucher Une passion. Oui. Écoute, c'est un livre qui a été écrit en 2009 en collaboration avec Nicole Gratton. C'est suite à mon implication en 2001, quand j'ai commencé à me poser, moi, comment le sujet est venu, c'est que après avoir traversé une période de crise et que, quand je parle de crise, je parle d'une séparation, c'était pas la fin du monde, là. Oui. Mais il reste que ça m'a dérangé. Oui. Et à ce moment-là, les rêves avaient pris beaucoup d'importance à ce moment-là, dans cette période-là particulièrement. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai fait le constat où je me dis, si moi, mes rêves m'ont aidé dans cette période-là. Dans ton cheminement, oui. Oui. Est-ce que les personnes en fin de vie qui, quand même, traversent une période assez particulière, on s'entend? Les gens qui vont mourir. Alors, je me dis, est-ce que les gens rêvent? C'était ma curiosité. Est-ce que les gens, au niveau cérébral, au niveau intellect, au niveau psychologique, est-ce que les gens avaient des rêves? Je parle de rêves de nuit, là. Je ne parle pas des projets de vie, là. Et effectivement, je me suis retrouvée à ce moment-là, en 2001, en face d'une personne qui me raconte son rêve.
Et en travaillant à la résidence, j'ai commencé à travailler à la résidence, à la Maison des soins palliatifs en 2002. Et écoute, les rêves m'arrivaient, j'étais comme quasiment dans un laboratoire, les rêves des personnes, je leur posais la question et les gens avaient des rêves, j'étais toujours étonnée. Alors, j'avais quand même l'autorisation de la direction, de la directrice des soins, pour dire, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, ne soyez pas surprise. J'ai l'intention de demander aux gens, parce que ça sortait un petit peu des sentiers, battus au niveau de l'approche des soins palliatifs. Alors, j'avais la permission de l'administration et j'ai commencé tranquillement à noter ces rêves-là. Et ces rêves-là étaient tellement pour moi flagrants, puis significatif. Moi, ça parlait significatif. Les métaphores qu'il y avait dans le rêve me parlaient. Alors, j'avais connu Nicole Gratton antérieurement pour une autre situation. Alors, à un moment donné, je suis rentrée en contact avec Nicole et je lui disais ça, comment est-ce que c'était impressionnant de voir comment les gens, même médicamentés, rêvaient. Oui. Alors, j'ai dit, je me disais, il faudrait que le monde sache comment est-ce que c'est important et de ne pas banaliser le rêve. Alors, à ce moment-là, Nicole me dit, Monique, c'est simple, tu as juste écrire un livre, mais moi, écrire... Oui. Ah oui? Ah oui? Alors, c'est devenu, finalement, à partir de 2007, c'est devenu un projet d'écriture en collaboration avec Nicole. Alors, ça l'a amené plein de nouvelles expériences, dont apprendre à ouvrir un ordinateur, ce que je ne savais pas. Ça a l'air un peu banal, mais... C'était la base, là. Oh boy, oui. Ah oui. À ce moment-là, je vais garder les anecdotes pour moi. Tu peux en partager une si tu veux. On aime ça. Oui, mais quand on ira prendre un café ensemble, okay. Alors, à ce moment-là, à partir de 2007, c'est devenu un projet d'écriture et avec Nicole, on échangeait nos textes. Là, je lui comptais le texte, elle fignolait le côté plus théorique. Alors, ça a fait un livre qui est sorti en 2009, qui avait été publié chez Flammarion, mais il est en rupture de stock. OK. Ça veut dire que... Mais s'il y en a jamais qui en veulent, moi, j'en ai encore chez moi. Okay. Éventuellement, on va le rééditer, mais là, dans le moment, on essaie d'écouler le... nous, on en a. Nicole et moi, on en a encore. Les deux, vous en avez. Puis quand vous faites vos conférences ou vos ateliers, OK, ça, c'est les rêves en fin de vie, c'est la couverture, c'est super beau. Qui est-ce qui a écrit ta préface? Patrick Vinet. Okay. Le docteur Patrick Vinet de Notre-Dame, de l'hôpital Notre-Dame. Écoute, encore là, ça, c'est un cadeau de la vie, là, parce que ce monsieur-là, avant, c'était un étranger pour moi, dans le sens que, il était à Notre-Dame, mais personnellement, je ne le connaissais pas. Et c'est par l'entremise d'une médecin qui travaillait chez moi, qui était une bonne amie à lui, et qui, tu sais, là, quand tu dis les beaux cadeaux de la vie, là. Oui, les astres se sont alignés. Ah oui, écoute, ça sortait de l'ordinaire, là. Et à ce moment-là, on écrit le livre et cette médecin-là dit, Monique, qui va faire ta préface? On ne le savait pas encore. Je devrais demander à docteur Patrick Vinet. Wow. Comme... on parle-tu du même, là? Et c'est ça, quand on parle de bons contacts et de bonnes... Les relations, hein? Le réseau, c'est incroyable. Incroyable. Alors, on s'est retrouvés avec Nicole et moi, on s'est retrouvés au bureau de Dr Vinet un bon matin à l'hôpital Notre-Dame. Et écoute, on lui a parlé du projet, il était enchanté, il a pris le temps de lire le manuscrit à ce moment-là et il nous a fait notre préface. Alors. Et c'est resté quelqu'un étrange, hein, mais c'est resté quelqu'un que je rencontre quand il y a les congrès des soins des soins palliatifs. Et depuis ce temps-là, et c'est toujours comme si on était des gens qu'on se connaissait depuis des décennies. Là. Tu sais, là, c'est ce genre d'homme-là, là, super sympathique et qui apprécie le travail finalement. Et même j'ai été étonnée dernièrement, quelqu'un me disait qu'elle avait assisté à une de ses conférences et il utilisait un exemple d'un rêve qui est dans le livre. Ah oui? Pour signifier l'importance de c'est donc bien touchant, ça. Oui. Alors, tout ce projet-là de l'écoute du rêve chez les personnes en fin de vie et les familles aussi, les aidants naturels, des fois, qui vont avoir rêvé à
à leurs proches, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Puis est-ce que tu peux dire qu'est-ce que le rêve en fin de vie peut apporter? Oui. Au niveau... Pour que les gens comprennent, là. Oui, oui. Au niveau de la personne qui raconte son rêve, déjà en partant, que quelqu'un du milieu prenne la peine d'écouter. Ça a l'air banal, le rêve, hein? On a toujours c'est un rêve, ça n'a pas d'importance. Oui. Mais on sait, je pense qu'il y a toujours en quelque part un lien avec ce qu'on peut vivre. Alors, chez la personne en fin de vie, pour nous, je veux dire pour moi, ça me donne souvent là où le patient se situe dans son ici et maintenant. Je veux dire, comment il se sent. Des fois, les gens sont comme... Ils ont des difficultés à exprimer, des fois, mettre des mots sur ce qu'ils peuvent ressentir dans cette période-là. Et le rêve ne ment pas. Oh. Et en même temps, en prenant le temps d'écouter le rêveur, ben à ce moment-là, ce n'est pas menaçant, ce n'est pas une approche qui est nécessairement thérapeutique. Ce n'est pas l'enjeu de thérapeuter, comme moi je dis, là, mais c'est d'écouter. La personne a pu se raconter et si elle est capable d'identifier l'émotion qu'elle reconnaît dans le rêve, souvent, ça lui apporte sa propre réponse. Le patient est souvent... Je vais rarement faire une analyse du rêve avec le patient. Simplement leur demander comment vous vous sentez dans le rêve. Le patient va dire j'ai peur, je suis en colère, je suis bien, je suis calme. Bon. Et que ça donne une réponse à la personne. Absolument. Ça nous situe dans son ici et maintenant à ce moment-là. Comment il se situe, comment il est, lui, dans cet événement-là qu'il est en train de traverser, finalement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux donner des exemples? 1 ou 2 exemples? Bon, je peux t'en donner 150, si tu veux. On va être limité, mais on s'en reparlera. Non. Je vais sûrement compter celui qui pour commencer, m'a mis sur la piste. Et je dis toujours, c'est quasiment un héritage spirituel que cette dame-là m'a laissé parce que c'était une visite à domicile que je faisais, quelqu'un que je connaissais. Et le rêve, je l'ai appelé le rêve de l'autobus jaune parce que c'est une dame qui était super bien entourée, c'est Madame Juliette. Une dame qui était super bien entourée et je suis à son domicile et je m'attends à être toute seule avec elle à ce moment-là. Et je suis curieuse, elle est bien entourée, mais c'est pas quelqu'un qui nécessairement parle de sa mort là, continuellement. C'est correct, là. C'est correct. Et on est donc en avril 2001. Et c'était au tout début là, que je m'intéressais davantage aux soins palliatifs. Et je l'avais dit chez elle et je m'attends simplement à lui dire « Ça vous arrive-tu de rêver? » Elle me dit « Oui. » Et encore là, je ne m'attendais pas du tout à... Une réponse comme ça. Non. Connaissant la personne qui était très réservée, ça m'étonnait. Mais bon. Alors, à partir de là, je lui ai dit, ben, êtes-vous capable ça vous tente-tu de me raconter votre rêve? Elle me dit oui. Oh. Écoute. Un cadeau sur un plateau d'argent. Ah oui, absolument. Et alors, le rêve était comme tel. Elle me dit, je suis dans un autobus jaune. Je me tiens debout. Je regarde par la fenêtre, puis je me dis, je vais tout savoir quand débarquer. Y a-t-il quelqu'un qui va me le dire? Oh. Alors, cette dame-là, elle le sait qu'elle est malade, là. Elle le sait. OK. Mais tu sais, et je lui demande, mais comment vous vous sentez? Ben, elle dit, je me sens bien. Alors, pour moi, ça s'est arrêté là parce que là, on était dérangés. Quelqu'un est venu nous parler et j'ai pas pu recontinuer, mais j'étais à mes tout débuts. C'était la première personne qui me racontait un rêve. Et de par l'information que j'avais, en principe, si tu travailles tes rêves, tu te questionnes plus, hein, tu décortiques. Ouais, OK. J'ai pas pu faire ça. Mais je suis rentrée chez nous et je me suis dit, mais dans le fond, elle m'a donné exactement ce que j'avais besoin. Son scénario parlait par lui-même. Ben oui. Elle s'en posait des questions sans peut-être pas les avoir exprimées aussi clairement que ça. Oui. Le raconter, c'était pas menaçant. C'était seulement un rêve. C'est ça. Mais le sentiment qu'elle me donnait, je suis bien. Bon, c'était correct. C'était vrai. Et en fait, c'est une personne qui était bien entourée. C'est arrivé en avril 2001 et elle est décédée en juillet 2001.
Ah, OK. Vois-tu, mais ça l'a comme, en tout cas, moi, C'était dans un voyage aussi, là. pardon? Le fait d'être en autobus, c'était un peu comme si c'était en voyage vers quelque chose, là. Absolument. Oui. Et bon, si on regarde les symboles depuis maintenant que je m'occupe des rêves, le symbole du véhicule est très important. Revient souvent dans les scénarios de rêve. Ah, OK. Enfin, oui. Un déplacement, il y a un déplacement, que ce soit en bicyclette, que ce soit en autobus, un camion jaune, un voilier. Ah oui, mais. Il y a du déplacement, mais c'est dans un véhicule, peu importe. Ah, ben. Alors, c'est très intéressant. Alors, tu peux t'intéresser à ce symbole-là. Je décortique pas nécessairement toujours le rêve parce que je trouve que c'est l'émotion. En ayant l'émotion, c'est personnel, mais en ayant l'émotion du patient, ce que je vais faire souvent, par contre, et je vais souvent dire aux patients, l'émotion, cette émotion-là que vous ressentez, que tu es capable d'identifier, ressemble-tu à quelque chose que vous vivez aujourd'hui ou dernièrement, là? Et ça manque pas. La plupart du temps, ils sont capables de dire, ben oui, j'ai peur. Ben oui. Alors, ça le ramène dans son quotidien. Oui, oui, oui. Pour l'intervenant, ça te permet de peut-être poursuivre la conversation dans ce sens-là. Et d'ouvrir une porte, là. Ouais. S'il veut la poursuivre, tu sais, s'il dit oui, j'ai peur, tu sais, je peux te compter un autre rêve. Oui, ben oui. Oh oui, j'ai le temps. Oui, oui. C'est super intéressant. Ce rêve-là, entre autres, justement, le patient, c'est un nouveau patient qui était chez nous et il ne voulait pas être dérangé. Il voulait avoir le moins de monde possible dans sa chambre. Okay. Ce qui est correct, là. Alors, nous, au niveau des infirmières, bon, le prétexte qu'on avait, c'est d'aller donner ses médicaments. Mais c'est un homme que la famille venait régulièrement. Il était toujours avec lui. Il n'était pas tout seul, là. Okay. Il n'aimait pas ça, avoir bien du monde qui vienne le voir. Okay. Jusqu'à temps qu'un soir, sa fille vienne me chercher. Mais les gens ne savent pas que moi, je m'intéresse au rêve. Surtout, c'est au début, ça. OK. Alors, sa fille vient me chercher. Elle dit, Monique, qu'est-ce que je vais faire? Mon père vient de rêver. Alors, je me dis, oui. Ça tombe mal, ça tombe. Quel hasard. Quel beau hasard. Oui. Alors, comme je sais qu'il n'aime pas avoir du monde dans la chambre. Alors, j'ai dit, je vais aller chercher ses médicaments. C'est le prétexte pour entrer dans la chambre. Oui, oui. Et j'apporte ses médicaments et sa fille est dans la chambre. Et je lui dis, c'est ma routine, moi je vais toujours dire aux gens, fais des beaux rêves, bonne nuit, fais des beaux rêves. Je travaille le soir, je ne l'avais pas dit peut-être, mais je travaille le soir, à l'aide, je vais toujours leur dire, fais des beaux rêves. Alors, je lui dis simplement, ça vous arrive-tu de rêver? Faites des beaux rêves, ça vous arrive-tu de rêver? Il dit oui, mais je viens d'en faire un, là, puis il dit, je veux plus rêver. Je dis, ah oui? Ça ressemble à quoi à votre rêve? Écoute, le rêve, tu sais, quand on dit, il ne faut pas banaliser un rêve, là, son rêve était il me raconte, il dit, tout est noir. Il n'y avait pas d'autre chose. Tout est noir. Puis tout de suite, il ne me laisse même pas aller plus loin. Il me dit, ça veut dire que j'ai peur de mourir. Oh mon Dieu. Tu peux difficilement avoir plus clair que ça. Eh oui, hein? Et c'est lui, là, c'est pas moi, j'ai rien fait, là, j'ai juste comme posé la question. Alors, naturellement, je lui dis, ben, ça ressemble à ce que vous vivez. C'est tout ce que je pouvais y dire, décortiquer quoi. Le noir, c'est sûr, c'est une couleur qui peut être symbolique, mais j'ai même pas été là, j'ai même pas eu besoin d'aller plus loin. Fait que je fais juste lui dire, ça ressemble-tu à... C'est lui qui me dit, bon, ben, ça veut dire que j'ai peur de mourir. Fait que je dis, ça ressemble-tu à ce que vous vivez? Santé, oui. Effectivement. Et écoute, ça a ouvert la porte. J'ai peut-être été au moins 15 minutes dans la chambre. Ah oui. Qui était énorme. Dans les circonstances, connaissant le contexte. Tu sais. Et parler de la culpabilité, la peur qu'il avait. Et sa fille était au pied du lit. Sa fille, elle écoutait simplement. Et ça l'a ouvert une porte, entends-tu, parce que tout le monde avait leur juste. Parce que c'est pas des gens qui parlaient nécessairement. Mais ça se comprend quand je dis les gens n'en parlent pas. C'est correct, là. Dépendamment du contexte, que peut-être que tu en parles à tous les 5 minutes, là. Mais c'est pas des gens qui n'en parlaient nécessairement beaucoup. Mais là, tout le monde avait eu leur juste. Il avait peur. Ça l'a ouvert. Et il est décédé pas longtemps après. Ah oui. Alors, tu sais, moi, j'en reviens toujours à dire qu'il ne faut pas banaliser un rêve parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dedans.
Non, hein? Ah, Quel beau travail tu fais, Monique. j'avoue que comme je disais, j'approche ma retraite, mais Oh, mais tu vas être occupée pendant ta retraite, toi. oui, je dis si un jour, un jour je vais arrêter de travailler comme tel, là, tu sais, mais je vais quand même rester toujours dans le milieu Oh, des j'en doute pas du tout. conférences ou Ouais. continuer à faire de Ouais. Parce que l'intervention au niveau du rêve. c'est ça, tu es pas mal impliqué aussi, là. En Ouais, c'est ça. fait, c'est le Congrès canadien des soins palliatifs. Et encore là, depuis 2010 à peu près, Mhm. j'ai semé des petites graines ici et là. Tu sais, là, j'ai été acceptée depuis 2010, si ma mémoire est bonne, avec le réseau des soins palliatifs du Québec. Oui. Et l'Association canadienne des soins palliatifs, j'ai présenté beaucoup. Alors, un petit peu avec des souliers feutrés, là, le thème des rêves en fin de vie, parce que c'est quand même, il faut le reconnaître, c'est un thème qui n'est pas nécessairement... ça sort un petit peu, je le répète, des Oui, ça sort des sentiers là-dessus, puis c'est ça qui est agréable, c'est que tu es en train d'ouvrir une route puis de semer un bien-être à quelque part pour les gens en fin de vie, là. ouais. Puis de mieux comprendre ce qui se passe avec les gens en fin de vie. Puis tu es aussi membre, tu me disais, là, tu vas aller, c'est où? C'est en Hollande éventuellement? En 2016. En 2016? Oui, ben, je suis membre on appelle ça le IASD, c'est de l'International Association of Study of Dream, l'Association internationale sur l'étude des rêves. Mm-hmm. Et les rencontres sont une fois par année. On fait des rencontres avec tous les gens, ça vient à travers le monde, tous les gens qui s'intéressent aux rêves. Alors, tu en as de tous les acabits. Tu parles du psychologue, des psychanalystes, des art-thérapeutes qui utilisent le rêve comme outil d'intervention. Écoute, les rêves, quelqu'un qui est habile en dessin ou en peinture, qui est capable d'exprimer son rêve, c'est absolument un très bel outil une façon de s'exprimer. Alors, t'en as de tous les gens. Tu as les gens qui travaillent avec les rêves, les thérapeutes qui travaillent avec les rêves. Et moi qui va présenter mon laïus, mon petit travail, mon travail sur l'approche des soins. Moi, j'ai le goût de te féliciter, Monique. Oh my God! Ah oui, parce que regarde, c'est en toute humilité, puis que tu avances, que tu fais des pas, que tu sèmes des graines, mais tu fais du bien, puis juste d'être toi, puis juste jaser avec toi, c'est déjà beaucoup. On est chanceux. Tu me vois-tu rougir, là? Écoute, je pense que je dois ça quand même, à Nicole Gratton qui était là dès le début quand je m'intéressais aux rêves. Et pour moi, là, mais remarque, je viens d'un milieu où est-ce que ma mère, par intuition, le matin, écoute, je me souviens, enfant, là, on se levait, maman se grattait la tête. J'ai rêvé, puis je me demande donc ce que ça veut dire. C'était comme chez nous, là. Alors, bon, ben, il y a eu les dictionnaires de rêve au début qui étaient à la mode. On allait fouiller dans le dictionnaire, voir que ça va bien dire. Mais avec le temps, j'ai délaissé les dictionnaires et j'ai connu Nicole Gratton, où est-ce que, bon, j'ai fait un travail avec elle et son école. Et par la suite, c'est ça, avec le cheminement, mais éventuellement, je suis arrivée en soins PAL où j'ai pu intégrer, mais je dois aussi beaucoup à la direction qui ont démontré quand même une grande ouverture à me laisser aller là-dedans, là, tu sais, là, c'était rien de trop ésotérique, ça vient de trop menaçant, mais j'arrivais toujours avec une histoire de rêve, puis je disais toujours à la directrice des soins, regarde cette patiente-là, le rêvé, là, regarde qu'est-ce que ça a donné, regarde qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Au début, elle disait, Monique, c'était de la médication, mais tu sais, à pas m'entendre lui raconter des rêves, elle voyait que la médication, juste pour dire, la médication ne semble pas affecter le processus du rêve. Et pourtant, écoute, chez nous, les patients, là, ne sont pas médicamentaux laxatifs seulement, là. Non, c'est ça. Hein? Oui. Est-ce que tu veux nommer la maison où tu travailles, qui t'accompagne autant dans toutes tes folies, mais ton audace surtout? Oui, avec plaisir. C'est la Maison des soins palliatifs de l'ouest de l'île de Montréal, donc on est à Kirkland. OK. Ça fait 13 ans. Je suis là, moi, depuis le premier soir, depuis 13 ans qu'on est ouvert. Et c'est le même personnel. Wow. Oui.
Oui. Pour conclure, Monique, j'aimerais ça que tu dises, est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver, où on peut te contacter si quelqu'un veut soit un atelier, une conférence ou se procurer ton livre? Comment on peut faire? Oh, je vais laisser mon adresse courriel. C'est Je comme peux tu donner veux. mon adresse courriel. Oui, ou je peux donner, si tu Ah, puis tu vois, je sais pas, veux-tu la remettre après ça sur le vidéo? Je sais pas comment. oui, elle va être, oui, Oui, mais tu peux la donner aussi comme ça. verbalement, OK. Alors, c'est mon nom de famille. Je suis pas très original. C'est les 3 premières lettres de mon nom. C'est OK. SE SEG. 875 @hotmail.com. Fait que On si fait plaisir. Mais si jamais quelqu'un m'envoie un courriel, peut-être identifier les rêves ou quelque chose. Parce que quand je ne reconnais pas les noms, des fois, quelqu'un. je vais flusher ou... OK. Juste écrire rêve, peut-être. absolument, Oui. absolument, Comme absolument. ça, au moins, tu vas savoir, c'est quelqu'un qui t'a entendu, puis c'est quelqu'un qui veut te contacter au sujet des rêves. Oui, oui. Oui, c'est merveilleux. Ben, je te remercie, Monique. Je te fais un gros câlin virtuel. Moi aussi, moi aussi. Écoute, merci infiniment. Hein. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, de toute façon. Merci, puis on se revoit bientôt. C'est beau. Salut bien. Faites des beaux rêves. Mm.